Frères et sœurs, que pouvait bien être le métier d'évêque au début des années 500? Comme je vous l'ai dit, Saint Césaire est né vers 470 et, comme on dit ici, pour la ville d'Arles, c'était ce qu'on appelle un étranger du dehors, c'est tout dire. Donc, le fait qu'il ait été choisi comme évêque, il y avait quand même à cette époque-là une bonne part de la participation de la cité épiscopale, et ça veut dire que quand même il avait conquis le cœur des Arlésiens. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces époques-là, ici dans la région, ne sont pas terriblement faciles à vivre, et car c'est une époque dans laquelle il y a les grandes invasions, précisément, qui ne sont pas nécessairement des barbares grossiers et mal élevés. Beaucoup des envahisseurs, ostrogoths, visigoths, etc., avaient quand même eu leur prince ou leur chef formé à la cour de Constantinople, qui, pour s'en débarrasser, les avait renvoyés sur les pistes de l'Europe du centre, n'est-ce pas, et qui étaient partis à la conquête d'un certain nombre de cités. En fait, c'est un peu la différence avec aujourd'hui, le désir d'assimilation était très fort. Les populations qui se sont implantées là, ils n'avaient qu'une idée, c'est de pouvoir être romains à la place des Romains. Et donc, évidemment, lui, Césaire, était un peu entre deux chaises. D'abord, il avait un nom romain, Césarius, n'est-ce pas? Donc, de César. Ça ne veut pas dire qu'il faisait partie de la famille des empereurs, ça, c'était pas donné à tout le monde. Mais il s'appelait Césarius, c'était pour dire que la famille, sans doute, qui était des Burgondes, n'est-ce pas? Des Bourguignons, qui était peut-être arrivé 3 ou 4 générations avant, avait eu envie de s'assimiler. Et donc, à partir de là, Césaire lui-même avait reçu une très bonne éducation, disons, de culture latine, n'est-ce pas? Le latin de Saint Césaire est impeccable, n'est-ce pas? Il est de bonne qualité. Et simplement, c'était aussi une population, c'est Burgonde, donc la région Dijon, Lons-le-Saunier, jusqu'à Lausanne, n'est-ce pas? C'est tout ce coin-là. Ils avaient envie de s'assimiler d'abord humainement, politiquement, socialement, culturellement, et puis de temps en temps, ce n'était pas tout le monde, mais ils avaient aussi envie de s'assimiler chrétiennement. Donc il ne faut pas imaginer que la famille de Césaire était chrétienne depuis des générations. En réalité, c'était une famille qui était chrétienne, mais peut-être 1 ou 2 générations maximum. Et donc, chez Césaire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un véritable désir de vie monastique tel que ça commençait à se répandre en Provence. En fait, la vie monastique était née plutôt en Égypte, en Syrie, en Turquie actuelle. Mais là, il y avait eu un certain nombre de gens que nous fêtons ici aussi, notamment Saint Cassien, n'est-ce pas, qui étaient venus introduire la vie monastique. Et donc, le jeune Césaire s'était dit, si je veux vivre et approfondir ma foi, il faut que j'aille dans le Midi, parce que à cette époque-là, on n'allait pas simplement pour les vacances d'été. On allait dans le Midi pour se former spirituellement. Ça n'a pas duré, mais en tout cas, c'est quand même bien ça qui est arrivé. Et alors, il est allé à les Reims, qui était le grand centre, c'était le Solesme de l'époque, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas? C'est-à-dire un monastère au bord de la mer pour garder des contacts, parce que c'était ça qui était derrière, n'est-ce pas? Les monastères, ils se mettaient au bord de la mer, à la fois sur une île, parce qu'ils étaient isolés de la population ambiante, mais ils étaient en même temps en contact pour nourrir les moines, pour la vie courante, n'est-ce pas? Et malheureusement, ce pauvre Césaire avait sans doute de gros problèmes d'estomac. Et donc, il a eu assez vite une très mauvaise santé, n'est-ce pas?
Et dans un monastère à l'époque, n'est-ce pas, le problème de la santé, c'était presque la vie ou la mort. Et par conséquent, son supérieur s'est dit, celui-là, je ne peux pas le garder parce que on va le perdre. Or, c'est un homme, un jeune homme extrêmement brillant, etc. Et c'est comme ça qu'il l'a envoyé à Arles, auprès de l'évêque de l'époque qui s'appelait Éon, en lui disant, écoute, essaye d'abord de me le retaper, puis on verra bien si on peut le réintégrer. Seulement, évidemment, comme Césaire était très brillant et très bon orateur, n'est-ce pas, bien, Éon se dit, oui, finalement, c'est une bonne aubaine, eh bien, je vais le garder, je vais le former, n'est-ce pas. Alors, c'est ce qui s'est passé, et au moment où Éon a vu qu'il allait sans doute terminer son ministère, il l'a proposé à la population d'Arles, qui avait déjà dû être sans doute séduite par sa prédication, et qui a dit, ben oui, c'est tout naturel, on va prendre Césaire comme évêque. Alors, il a fait beaucoup de choses, Césaire, hein. Notamment, il a inventé un monastère de femmes à Arles, parce que les parents n'avaient pas beaucoup d'imagination, ils avaient eu plusieurs enfants, mais il y avait un garçon qui s'appelait Césaire et la fille s'appelait Césarie. Vous voyez, ce n'était pas nécessairement... on ne variait pas beaucoup dans le registre des prénoms, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas YouTube pour savoir quel prénom donner. Et donc, il a dit à sa sœur, écoute, tu viens ici à Arles et puis tu vas fonder un monastère. Et donc, il y a eu un monastère de sœurs, et comme les populations, parce qu'il y a eu beaucoup de passages de barbares, n'est-ce pas, il fallait mettre les sœurs à l'abri, n'est-ce pas, sa sœur et ses sœurs, et donc Césaire a décidé que les sœurs vivraient en clôture. C'est de là que ça vient, la clôture. Alors après, on en a fait toute une évolution sur le fait de se couper du monde, etc. Là, j'aime autant vous dire que la coupure du monde, c'était parce que c'était absolument indispensable, parce que les barbares qui débarquaient, quand ils savaient qu'il y avait un monastère, ils savaient qu'il y avait vraisemblablement des jeunes filles très intéressantes. Donc, il fallait absolument les protéger. Mais donc, c'est à Arles qu'on a inventé la clôture. Mais surtout, il a vu, et je crois que c'est quand même ça un peu son génie, il a vu la très grande diversité de population. Car Arles avait été la devanture, la vitrine de Rome, n'est-ce pas, avec beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens bien payés, beaucoup de gens qui recherchaient les honneurs, etc. Donc il y avait une population au centre d'Arles qui était pleine pleine d'argent et bien installée. Donc cela, il fallait leur prêcher parce qu'il fallait... et donc c'est comme ça qu'on a chez Saint-Césaire, si vous voulez le voir, il y a un certain nombre de sermons qui sont publiés. Quand il prêche à Arles, il dit aux riches, écoutez, il faut donner. Et il faut donner pour les pauvres, il faut les aider, etc. Parce que c'était comme ça dans l'Antiquité. Quand il y avait beaucoup de riches, il y avait aussi pas mal de pauvres. Et donc, il y a beaucoup de sermons qui sont, j'allais dire, des sermons de morale sur la justice, la répartition des richesses et l'aide, voilà. Et puis, la deuxième chose, alors ça c'est plus original, et je pense que ça a marqué la Provence, c'est que Césaire s'est aperçu qu'autour d'Arles, il y avait beaucoup de grandes fermes, ce qu'on appelait à l'époque une villa. Une villa, ce n'était pas nécessairement une villa de plaisance, n'est-ce pas? La villa, c'était la ferme, n'est-ce pas? Et donc, Césaire s'est dit, comment évangéliser ces gens-là, n'est-ce pas? Et donc, il a pris, si je puis dire, le taureau par les cornes, surtout en Camargue, ça doit être très dangereux, mais c'est ce qu'il a fait. Et donc, il s'est dit, eh bien, il faut que je fasse une prédication itinérante. Et c'est comme ça qu'on a des sermons de Saint-Césaire qui sont pleins de comparaisons avec la vie agricole, avec la vie pastorale, avec tout ça, pour les aider à comprendre ce que c'est que la vie avec le Christ, n'est-ce pas? Et donc, on a là une prédication finalement assez populaire, assez simple, mais de bonne aloi, pas de la piété à deux balles, vraiment une compréhension de la vie dans la communauté. Car
évidemment, une villa à l'époque, c'était un lieu de vie ensemble presque autonome, parce qu'il y avait, je sais pas moi, peut-être 50, 100 esclaves qui travaillaient pour le maître du coin, n'est-ce pas? Et donc il fallait habituer ces gens-là à vivre une véritable vie à la fois de communion, de soutien, d'entraide et de justice entre eux, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que cette figure de Saint Césaire est finalement très sympathique. C'est celui qui a découvert qu'il fallait adapter la pastorale et surtout l'annonce du salut, l'annonce du mystère du Christ comme fondement de la communion et de l'amour entre les frères dans ces circonstances très variées, aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est pour ça que je crois qu'on peut beaucoup le prier parce que, comme vous le savez, la Provence est quand même restée une région dans laquelle, évidemment, l'urbanisme a pris beaucoup de place, de plus en plus de place. Oui, j'ai oublié de dire une chose, tout ça n'a rien à voir avec Marseille. Hein. Il faut voir, à cette époque-là, Arles, ignore Marseille. D'ailleurs, il avait un peu déboulonné Marseille, Arles, la ville, parce que c'était le grand point de transit de tout le vin de la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on a, si vous allez un jour au magnifique musée de l'Antiquité qui a été fait par M. Rouquette, vous verrez, à Arles, on a pratiquement la collection intégrale de tous les modes d'amphores d'urnes pour transporter essentiellement le vin et l'huile, n'est-ce pas? Et en plus, à partir des années 100, ça a continué, ça n'a fait que croître et embellir, parce que les Gaulois, comme nous savons tous, ont inventé le tonneau. Et donc, évidemment, à ce moment-là, le transit du vin et de l'huile à Arles est devenu une chose extraordinaire. Et donc, il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans le port. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ces évêques, ils n'arrivaient pas avec leur mitre sur la tête et leur crosse dans la main pour faire des effets de manche. C'était des hommes qui voyaient la diversité même de la population dans laquelle ils étaient et qui comprenaient qu'il fallait retrousser les manches et enseigner la foi, l'amour du Christ et la fondation des communautés. Donc ils ont vraiment un bonhomme comme ça. Il y en a eu 2 ou 3 d'anciens moines d'Arles d'anciens moines de Saint-Honorat qui ont travaillé et qui ont été évêques d'Arles. Et c'est vraiment des gens qui ont compris ce qu'était la société de leur temps, qui n'ont pas essayé d'imposer des modèles tout faits. Ça, j'allais dire, on n'avait pas de directive avec des lettres encycliques à cette époque-là. Ils ont vu la Provence telle qu'elle était, et puis ils ont annoncé l'Évangile. Alors je crois qu'on peut rendre grâce à Dieu d'avoir eu un homme comme ça, comme véritable initiateur de la prédication populaire, et deuxièmement, qui a vraiment compris comment on pouvait construire une église dans des situations qu'il faut quand même bien le dire, étaient extrêmement difficiles.